Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal sur TV Fil 78. Voici les principaux titres en images de ce lundi 22 mai. Ils sont 174 candidates et candidats à briguer un poste de député dans les Yvelines. 12 circonscriptions sont à pourvoir. Entre renouveau et continuité, le point complet au cours de cette édition. Avec la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pourrait rayonner à travers le monde. Plusieurs sites pourraient accueillir des épreuves. Présentation tout au long de cette semaine dans le journal. Et aujourd'hui, nous irons à Elancourt, au sommet de la colline. Et puis, retour sur la nuit des musées ce week-end, le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines qui ouvrait notamment ses portes. Et tout d'abord, cette information, le président russe, Vladimir Poutine, se rendra le 29 mai au château de Versailles pour y être reçu par le président français Emmanuel Macron. Les deux hommes vont visiter l'exposition consacrée au déplacement de Pierre le Grand en France en 1717. Une exposition réalisée en partenariat avec le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg et qui marque les 300 ans de relations diplomatiques entre la France et la Russie. On en vient à l'actualité sociale. Le premier opérateur français de transport adapté des personnes en véhicule, Vortex, était en grève ce lundi matin. À l'appel de plusieurs syndicats, les salariés ont manifesté sur différents sites de la société, dont l'un d'entre eux se trouve à Guyancourt. Ils demandent une revalorisation de leur contrat. Ils soupçonnent également leurs responsables de détourner les profits de la société. Écoutez Alexandre Fritz, c'est le délégué du personnel à Guyancourt. La direction n'a pour l'instant pas répondu favorablement à nos demande d'interview. Au jour d'aujourd'hui, ils se sont présentés au marché, c'est un marché public, au moins 10 ans. C'est-à-dire pour obtenir le marché, ils proposent des coûts les plus bas possibles et ça se répercute sur le salaire des gens et sur leurs conditions de travail. Aujourd'hui, ils disent qu'on leur coûte de l'argent. Or, au jour d'aujourd'hui, quand ils ont répondu au marché, ils étaient déjà en déficit. C'était pour couvrir des pertes qu'ils avaient ailleurs qu'ils ont répondu au marché. Ils ont obtenu ce marché et ils disent qu'on leur coûte de l'argent. Quand ils ont répondu au marché, ils savaient très bien combien ça coûtait le personnel et combien le coût de gestion. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils sont ignorants là-dessus. Politique à présent, législative. Après les bons résultats de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise espère décrocher des postes à l'Assemblée et pourquoi pas peser significativement dans l'hémicycle. Qu'attendre du scrutin pour cette formation dans les Yvelines plus spécifiquement, c'est avec Nicolas Dandry et Nicolas Kirillovitz. 12 insoumis seront candidats dans les Yvelines. Certains sont issus de la société civile, sapeurs-pompiers, artisans boulangers, photographes ou encore salariés d'une multinationale. C'est le parcours de Benjamin Nicoletta, candidat dans la 10e circonscription face à une gauche divisée en 5 et au duel déjà anticipé entre Jean-Frédéric Poisson et Aurore Berger. Il veut se démarquer sur la manière de gouverner. Les conférences citoyennes qu'on voudra mettre en place si la France insoumise gagne dans l'ensemble de la France, c'est pour faire remonter les idées, si vous voulez, du terrain. J'ai un regard particulier avec la politique où je me dis que les personnes qui ont réponse à tout, déjà, c'est quelque chose qui me chagrine. Ce que je veux, c'est que ça vienne vraiment du terrain. Autre circonscription, ancrée à droite et difficile à conquérir, celle de David Douillet, député sortant de la 12e. Sur la ligne de départ, la gauche part là aussi désunie, mais la France insoumise croit en sa qualification au second tour. Je pense que si vous étiez avec moi dans certains quartiers, notamment de Plaisir et de Poissy, vous verriez qu'il y a un engouement pour ce mouvement de la France insoumise qui est quand même extraordinaire. Première force de gauche sur la 11e circonscription, Jean-Luc Mélenchon a totalisé près de 22,5% des voix lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Une victoire est donc possible pour la France insoumise malgré la présence d'autres candidatures à gauche, dont celle du Parti communiste français. C'est la proposition qu'on a adressée à Luc Miseret et aux communistes de la circonscription. Et donc voilà, ils ont fait le choix, eux, de décliner cette proposition, de maintenir la candidature de Luc Miseret. Donc voilà, c'est une situation qui est fort regrettable. Dans les autres circonscriptions, on retrouve Thibault Marchal dans la première. Enfin, sur la 2e et la 3e circonscription, les candidats de la France insoumise devront faire face à des candidatures communes entre Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste et le PCF. Et parmi ces candidats de la France insoumise dans les Yvelines, Marc Soriano, cet auteur dramaturge, est installé en résidence au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines depuis 2008, l'année au cours de laquelle il a décidé de s'engager aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Sa campagne est à l'image de son activité théâtrale avec une œuvre artistique, le Jardin planétaire, une construction utilisée pour défendre l'environnement. Il se présente dans la 2e circonscription, celle notamment de Vélizy. Je vais axer ma campagne sur ces questions-là, sur qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on respire,
enfin tout ce qui met en jeu le vivant et qui nous concerne tous par-delà les chicayas habituels. Et les insoumis, ce sont ceux qui veulent relever la tête contre le dogme libéral, c'est-à-dire celui des chiffres, des tableaux de bord, de la rentabilité, de la déshumanisation permanente au profit de la rentabilité, de la compétitivité. Être insoumis, c'est tout simplement demander à ce que l'homme redevienne le centre des préoccupations politiques et non pas l'argent qui, comme vous le savez, ne se mange pas. Et dans cette course aux élections législatives, on connaît dorénavant les noms de tous les candidats dans les différentes circonscriptions yvelinoises. TV Fil 78 s'intéresse plus particulièrement au sud des Yvelines. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. 6 circonscriptions qui nous concernent directement et un constat, un nombre de candidats et de candidates plutôt important. Oui, au total, sur ces 6 circonscriptions, il y a 87 candidats. C'est beaucoup plus qu'il y a 5 ans, en 2012. Il y avait 72 candidats au départ sur le même bassin. C'est donc 15 de plus. Et la palme de la circonscription, entre guillemets, la plus convoitée revient à la deuxième, celle de Vélizy et d'une partie de Versailles. Ils sont 17 au total à se battre pour la députation. C'est 4 de plus, par exemple, que sur la 11e circonscription où il n'y a, entre guillemets, que 13 candidats. Mais en moyenne, vous le voyez, Wilfried, on se situe à chaque fois largement au-dessus de la barre des 10 candidats, ce qui risque de compliquer le choix des électeurs. À noter enfin que seuls 2 députés sortants ne se représentent pas, François de Mazières sur la première circonscription et Henri Guénaud sur la 3e. François de Mazières qu'on a aperçu et qui préfère se concentrer sur sa municipalité et Henri Guénaud qui lui en revanche n'a pas reçu l'investiture des Républicains pour la 3e circonscription. La parité en tout cas n'est pas forcément respectée une nouvelle fois. Oui, une nouvelle fois, c'est une constance. Elles sont 31 à se présenter sur les 6 circonscriptions qui nous concernent, ce qui correspond à un peu plus d'un tiers de femmes candidates. Et tout en bas du classement, on retrouve la première circonscription avec seulement 3 femmes pour 11 hommes. La parité n'est respectée finalement que sur la 12e circonscription avec 7 femmes et 7 hommes. Et signe d'un vieux système qui semble se perdurer, tout de même l'égalité est respectée en revanche chez les suppléants où 43 femmes feront campagne aux côtés de leurs candidats. Et il y aura une campagne plutôt musclée sur certains territoires. En effet, on peut retenir deux exemples qui vont sûrement animer ces prochaines semaines, à commencer par la 10e circonscription où le député sortant Jean-Frédéric Poisson, candidat de la droite, sera opposé à Aurore Berger, candidate En Marche, transfuge des Républicains. Les hostilités ont déjà largement débuté sur les réseaux sociaux et via les médias entre les deux candidats. Et puis, il faudra suivre aussi le match retour, entre guillemets, sur la 11e circonscription entre le socialiste Benoît Hamon et le candidat de la droite Jean-Michel Fourgou. C'était déjà les deux candidats finalistes en 2012. Et au vu des résultats de la présidentielle, il faudra aussi compter sur l'inconnu En Marche, Nadia Hay, et le candidat de la France Insoumise, Mathurin Lévy. C'est donc une possible bataille à 4 qui se dessine sur cette circonscription, Wilfried. Merci Nicolas. Et je rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité de cette campagne sur notre site internet et également sur notre application mobile. Et puis chaque jour, au quotidien, au cours des différentes éditions de nos journaux d'information. Avant de quitter la politique, un coup d'œil sur l'agenda de la campagne. David Douillet sera en meeting du côté de Naufle-le-Vieux demain. Le député sortant, patron des Républicains dans les Yvelines, entend conserver son poste dans la 12e circonscription. Dans la 10e à présent, Frédéric Fonsalas du courant 577 pour la France se rend lui à Rézeux. Dans le même temps, toujours dans la 10e, son adversaire socialiste va rencontrer les militants des Essarts et le député sortant, lui, dans la 10e, Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, sera à Gazeran. Et puis une dernière date, celle de Pascal Poirot dans la 2e à Voisins-le-Bretonneux. C'est un proche d'ailleurs de Jean-Frédéric Poisson et du Parti chrétien-démocrate. Voilà pour la politique pour ce soir. Cette semaine, TV Fil 78 vous propose également de partir à la rencontre, à la découverte des différents sites yvelinois retenus dans le cadre de la candidature Paris 2024 pour les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la colline d'Elancourt, c'est le point culminant d'Île-de-France et les épreuves de VTT pourraient s'y dérouler. Reportage Mickaël Elmidoro. La colline d'Elancourt deviendra-t-elle enfin une colline olympique? Le projet dans les cartons depuis les JO de 2012 a été ressorti pour la candidature de Paris aux JO de 2024. Le site qui culmine à 231 mètres d'altitude fait toujours autant l'unanimité auprès des organisateurs pour accueillir les épreuves de VTT. La première force, c'est l'unité de lieu. Le deuxième point là ici, c'est la dénivellation et donc le VTT, on appelle ça mountain bike, c'est du vélo de montagne et donc il faut aller chercher des pentes raides et il y a quasiment qu'ici qu'on a ce que l'on souhaite pour avoir quelque chose de très raide
Donc oui, c'est assez naturel que ça vienne ici, sur la colline de la Revanche. Pour rendre ce site totalement opérationnel pour les Jeux Olympiques, quelques travaux sont nécessaires dans ce lieu à l'état presque sauvage. Des tribunes seront construites en amont de la colline. Les organisateurs vont également devoir façonner un parcours entre 4 et 6 km avec des sentiers, des secteurs goudronnés et des parties en sous-bois pour répondre au cahier des charges. Cet aménagement, c'est pas pour construire, c'est vraiment pour modeler. Donc on le fait avec des rochers, de la pierre, avec du gore, avec également des troncs d'arbres. On est vraiment dans du modelage, donc on peut le faire avec des produits sur place, avec des gravats également. Le VTT reste quand même une discipline de pleine nature et on joue avec ce que l'on a sous les pieds. Pour construire ce parcours d'une durée d'1h30, les organisateurs pourraient s'appuyer sur les clubs locaux et notamment le Vélo Club Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines, organisateur de la Revancharde, une épreuve de VTT qui fêtera cette année ses 19 ans. On a notre idée sur les aspects techniques, mais j'espère qu'on pourra solliciter les acteurs locaux. On a des clubs qui sont mobilisés, des clubs locaux qui, dans la pratique du VTT, sont également très présents. Et ils connaissent mieux les lieux que n'importe qui ici, donc certainement qu'ils doivent bien les connaître. Et donc ça sera un plus de s'appuyer sur leur connaissance du terrain. Le coût total de l'aménagement de la colline d'Elancourt pour les JO n'est pas encore connu. Si le CIO désigne la France en septembre prochain, les premiers coups de pioche pourraient être donnés d'ici 2020. Culture, 13e édition de la Nuit européenne des musées, plus de 2 millions de visiteurs en France. À Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le musée de la ville qui était ouvert, un espace de rétro gaming géant puisque la proposition de cette année s'inscrivait dans le cadre de l'exposition temporaire Vintage Regard dans le rétro. Nicolas Dandry est allé s'amuser sur place. Le musée de la ville, séparé en 2 univers parallèles, 2 mondes reliés par un thème, le vintage. Super Mario, des vaisseaux spatiaux et des voitures de course peuplent cet espace rétro gaming. Joueurs initiés et débutants se côtoient. C'est un peu dur, parce que moi j'ai pas l'habitude de jouer à ça en fait. C'est un jeu de voiture, j'aime bien la vitesse, mais là j'ai pas trop l'habitude, donc j'essaye, mais bon, c'est rigolo, c'est rigolo. C'est mon fils qui joue d'habitude, et mon mari. Elle n'avait pas de jeux vidéo quand elle était petite. Mais elle avait des bonnes notes à l'école. J'appuie sur les touches et puis voilà, je vois ce que ça donne. Je sais pas où je suis. À droite. Je voudrais sauter. Nintendo, Sega et Sony, des consoles en libre accès jusqu'au tournoi multijoueur sur le jeu Bomberman, une chronologie bouleversée entre années 70 et 90. Pour faire découvrir aux enfants les anciennes consoles de notre époque, quoi. Donc voilà, un peu de nostalgie. L'idée, c'est vraiment que ce soit intergénérationnel, c'est que ça touche un public qui soit un public de jeunes adultes, mais c'est aussi de mélanger vraiment les générations, les plus jeunes, les trentenaires, les quarantenaires qui ont connu ces jeux et qui y ont joué enfant, mais aussi les personnes plus âgées qui n'ont pas forcément connu ces jeux mais qui les redécouvrent. Autre ambiance mais toujours rétro avec l'exposition temporaire du musée. Veste en cuir, tourne-disque, flipper, les visiteurs redécouvrent des objets du siècle dernier. Cette 13e nuit européenne des musées a rassemblé près de 400 personnes à la croisée des 2 mondes du musée de la ville. Merci d'avoir suivi ce journal. Les programmes à retrouver sur notre site internet. Prochaine édition du journal demain aux horaires habituels.